Quand je vois le budget qui est proposé aujourd'hui par monsieur Lecornu, c'est un budget qui est à l'exact inverse des revendications qui sont les revendications de la gauche et d'ailleurs des engagements que nous avons pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Parce que vous savez que dans ce budget, il y a par exemple la baisse des pensions de retraite pour 17 millions de personnes, l'augmentation de l'impôt sur le revenu pour 18 millions de personnes. Le doublement des franchises médicales. Le doublement etc. des franchises Donc, médicales. C'est cela que les socialistes vont adouber. C'est évidemment le risque. C'est-à-dire que M. Lecornu a fait hier une annonce qui n'est pas, contrairement à ce que j'entends, une annonce de suspension de la réforme des retraites, qui n'est même pas une annonce de décalage d'1 an de la réforme des retraites. L'annonce de M. Lecornu, c'est qu'il ouvrira un débat avec un amendement à l'Assemblée nationale visant à introduire dans le budget de la sécurité sociale la possibilité que le décalage jusqu'à 64 ans soit décalé d'1 an dans le temps. C'est précisément ça qu'a dit M. Lecornu hier. Et au nom de ça, le Parti socialiste, s'il veut accepter ça, devrait accepter de voter pour le budget de la sécurité sociale dans lequel il y a précisément ce qu'on vient de dire. Comment accepter d'avaler autant de couleuvres? Expliquez-nous. Par exemple, sur la forme, quand même, selon les informations du Parisien, Sébastien Lecornu et Olivier Faure auraient noué en quelques semaines, Manuel Bompard, un lien inattendu, se parlant jusqu'à 3 fois par jour et se rencontrant secrètement à Matignon. Je ne dirais pas que c'est une bromance, mais en tous les cas, ça a débouché sur un véritable accord de non-censure. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Je trouve ça affligeant et je trouve que c'est évidemment en contradiction avec la campagne que l'on a menée au nom du Nouveau Front Populaire l'année dernière. Je rappelle que dans le programme du Nouveau Front Populaire, la deuxième ligne, c'était on se rassemble pour constituer une alternative au macronisme, pas pour servir de faire valoir ou de béquille à la continuité d'Emmanuel Macron. Donc moi, j'invite ce matin les députés socialistes à désobéir à cette Parlons-en, consigne. c'est le cas d'un député, le député Paul Christophe, qui compte désobéir aux consignes de son parti. Vous l'avez d'ailleurs félicité, Oui. vous avez lancé un bravo. Vous appelez ce matin d'autres à le suivre, mais qu'est-ce que vous promettez? Est-ce que vous promettez qu'il n'y aura pas de candidat LFI face à eux? Mais d'abord, moi, je n'ai rien à promettre. Je parle d'abord à des gens sur la base de leurs convictions. Et il me semble, vous savez, on a, vous et moi, sans doute, de nombreux désaccords politiques. Mais par contre, vous pouvez me reconnaître un principe qui est un principe de cohérence et de sincérité dans mon engagement. Or, quand je fais campagne, quand je défends un programme, je pense que les électrices et les électeurs attendent de moi, attendent de nous, qu'ensuite, une fois que l'élection s'est déroulée, on reste fidèle à ce programme et à ses engagements. Donc moi, je les appelle et je les invite d'abord à être fidèles à la parole qu'ils ont donnée devant les électrices et les électeurs. Alors justement, fidélité aux Français de gauche. Hier, aux 20h de TF1, Olivier Faure affirmait que c'est lui qui pense aux Français, Manuel Bompard, sous-entendant que vous ne le faites pas, qu'il pense plus particulièrement aux 3,5 millions des citoyens concernés qui pourront partir à la retraite plus tôt, ajoutant qu'il est heureux pour celles et ceux qui ont des carrières dures, qui vont enfin profiter de leur famille. Donc il a le monopole du cœur, si je puis dire. Madame, pardonnez-moi, mais je veux vous dire que le chiffre que vous avez relayé, c'est pas vous qui l'avez donné, et que Olivier Faure a donné hier sur un plateau de télévision est complètement faux. C'est-à-dire la proposition de débat que M. Lecornu a mis sur la table visant à obtenir la suspension, c'est-à-dire en fait de manière plus exacte le décalage dans le temps de l'allongement de l'âge de départ à la retraite ne concerne pas 3,5 millions de personnes. Il y a une génération qui est concernée. On peut aller dans la bataille des chiffres. Non, c'est pas la bataille des chiffres, c'est pour préciser les choses. Parce que je ne voudrais pas, moi j'aimerais qu'on ait obtenu l'abrogation, voire même la suspension complète et totale de la réforme des retraites. Mais ce n'est pas ce qui a été obtenu. Et je dois vous rappeler, il y a une majorité des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. D'ailleurs, dans la niche du groupe GDR communiste, il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a voté une résolution demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Donc il devrait y avoir censure, logiquement, si on part de votre constat et de votre analyse. Évidemment qu'il devrait y avoir censure. Donc pourquoi il n'y a pas? Ça, c'est à ceux qui ne vont pas voter la censure. Mais selon vous, pourquoi? Ce sont simplement des calculs électoralistes. Je pense que certains ont peur, évidemment, du retour devant les électrices et les électeurs, ont peur du retour devant le peuple. Et c'est une erreur, parce que vous savez, en démocratie, il ne faut pas avoir peur du peuple. Au contraire, quand il y a une solution de blocage comme celle auquel le pays est confronté aujourd'hui, en démocratie, quand il y a un blocage, c'est au peuple de débloquer la situation. J'ai presque l'impression d'entendre Jordan Bardella, puisque sur ce sujet-là et dans
ce propos-là, vous dites exactement la même chose. D'ailleurs, Non, lui-même... je ne dis pas la même chose, je vais vous dire pourquoi. Non, mais il dit revenir au peuple, c'est quelque chose de mais je vais vous dire plutôt pourquoi je noble dis pas et la même chose. salutaire. C'est que moi, dans ce retour au peuple, je pense que la bonne solution, la meilleure solution, c'est l'organisation d'une élection présidentielle anticipée et le départ du président de la République. Parce qu'en 5e République, moi je combats la 5e République, je suis pour passer à la 6e, mais en 5e République, c'est l'élection présidentielle qui est la clé de voûte. C'est là où se tranchent les questions fondamentales, les grands sujets. Et M. Bardella refuse. Madame Le Pen refuse la perspective de destitution du président de la République. À 2 reprises à l'Assemblée nationale, le Front national, le Rassemblement national a empêché la motion de destitution du président de la République. Il parle d'une éventuelle démission si véritablement les faits... Mais alors madame, pourquoi ils n'ont pas voté cette motion de destitution? Il ne faut pas juste en parler sur les plateaux de télévision. Quand on a la possibilité de le voter à l'Assemblée nationale, il faut le faire. La vérité... Vous savez ce que c'est? C'est que le parce que Jordan Bardella parle de vos 2 partis comme des partis ayant une position claire sur ce qui peut advenir. Je pense que notre position est claire. Celle du Rassemblement national ne l'est pas. D'abord, à 10 reprises cette année, le Rassemblement national a refusé de censurer le gouvernement de François Bayrou. Par esprit de responsabilité, disent-ils, à ce moment-là. Mais dans le budget de M. Bayrou, il y a eu, par exemple, l'augmentation des factures d'électricité. Ça, c'est de la responsabilité du Rassemblement national. Quant au refus de la destitution du président de la République, la vérité, c'est que le Rassemblement national veut seulement des élections législatives anticipées. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est à l'issue de ces élections de pouvoir voter une loi d'amnistie pour que Mme Le Pen puisse être candidate à nouveau à l'élection présidentielle. C'est ça leur vraie motivation. Alors quand Mme Le Pen pour sauver le soldat, si je puis dire, ou la soldate Marine Le Pen, alors quand Mme Le Pen nous dit « je suis la seule à penser aux Françaises et aux Français », franchement, elle se moque bien du monde. La vérité, c'est qu'elle pense à elle-même et seulement à elle-même. Et pourtant, vous attendez leur voix mêlée aux vôtres pour la motion de censure avec plaisir et gourmandise. Mais non, mais moi j'attends les voix d'une majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc leur voix mêlée également aux vôtres pour la censure. Moi, quand je dépose une motion de censure, contrairement à d'autres, c'est pas pour faire semblant. Parce que contrairement à qui? Bon, parce que j'ai déjà vu, par exemple, les socialistes, pendant le budget Bayrou, refuser de censurer le budget Bayrou et ensuite déposer une motion de censure d'affichage. Moi, je dépose pas de motion de censure d'affichage. Et ça me fait pas plaisir, par ailleurs, de renverser un gouvernement. C'est pas mon projet dans la vie. Si je le fais, c'est parce qu'il faut protéger les Françaises et les Français des conséquences qui seraient ravageuses de l'impact de ce budget. On a donné quelques exemples. Non-indexation des postes, baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. Est-ce que c'est la copie de François Bayrou qui va être reprise? Oui, sans les 2 jours fériés, mais tout le monde avait compris qu'ils avaient été mis là pour amuser la galerie, les 2 jours fériés. Il faut que les gens comprennent. Par exemple, est-ce que vous savez que dans ce budget, il y a une mesure qui consiste à baisser le pouvoir d'achat des personnes qui sont atteintes de maladies de longue durée, des gens qui, par exemple, ont un cancer? Ces gens-là, aujourd'hui, on va les mettre à contribution. Et dans le même temps, on refuse, par exemple, d'introduire une forme de taxation sur les très grands patrimoines ou sur les ultra-riches. Il n'y a rien dans ce budget. Il y en a 2 fois moins que dans le budget de M. Barnier. Mais donc, vous appelez clairement ce matin les députés, au nom de leurs convictions et pas au nom de potentiels accords pour les élections à venir, à voter la censure. Évidemment. Et donc à désobéir aux consignes des partis. L'ensemble des députés à voter la censure. PS. Et après, je dois vous dire, et vous le savez comme moi, parce que je sais après quel type de procès on va essayer de me faire, que c'est pas parce que des gens votent la même motion de censure qu'ils partagent le même projet de société pour la France. Vous le disiez clairement. Voilà. Je crois que personne ne pense ici ou ailleurs que vous avez le même projet de société que le Rassemblement national. Une question par exemple sur l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. Il a dit si j'avais été député, j'aurais voté la censure. Là encore, vous n'avez pas le même projet ni les mêmes idées, mais vous saluez, c'est une forme de cohérence ou de prise de position. Là, j'appelle les Républicains à se mettre d'accord parce que franchement, on comprend rien. Il y a 10 jours, M. Retailleau défendait l'idée qu'il fallait participer au gouvernement et M. Wauquiez disait qu'il ne fallait pas se diluer dans le macronisme et ne pas participer au gouvernement. Une semaine plus tard, c'est M. Retailleau qui dit qu'il ne faut pas participer au gouvernement et le censurer et M. Wauquiez qui dit qu'il ne faut surtout pas le censurer. Si quelqu'un s'y retrouve dans ce spectacle absolument pathétique et pitoyable de gens qui manifestement cherchent à occuper des positions stratégiques et des positions tactiques en fonction de leurs propres intérêts plutôt qu'en fonction de l'intérêt du pays, je veux bien que cette personne se présente à moi. Moi, je crois que personne ne comprend plus rien. À un moment, il faut faire preuve de cohérence. D'ailleurs, Laurent Wauquiez qui a lancé hier à toute l'Assemblée que le spectacle qui était donné, donc y compris vous et d'autres, était pathétique. Il aurait peut-être plutôt, lui, dû se remettre en cause. Parce que, pardon, mais si le premier gouvernement de M. Lecornu a implosé et n'a même pas été capable de venir devant l'Assemblée nationale, c'est parce que M. Retailleau a accepté sa composition pour qu'une heure plus tard, il explique que finalement, il n'était pas d'accord avec.
en prenant le prétexte de ce pauvre monsieur Le Maire, qui n'est pas un ami. J'ai combattu sa politique pendant 7 ans et je continue à le faire, mais qui valait quand même prétexte de monsieur Retailleau, et je pense que tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qui va se passer jeudi, Manuel Bompard? Moi, j'espère que le gouvernement va être censuré. Et si le gouvernement est censuré, j'appellerai évidemment au départ du président de la République à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Vous savez, je pense que le pays, il est dans une situation qui est une situation difficile. Notre responsabilité, c'est de proposer une sortie. La sortie que nous proposons, elle est simple. C'est de dire, on règle la question du budget immédiatement, on vote ce qu'on appelle une loi spéciale, c'est-à-dire on renouvelle le budget de l'année précédente. Ça nous laisse du temps, mais au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de financement. Et ensuite, dans cet intervalle, on organise une élection présidentielle anticipée et on fait en sorte que les Françaises et les Français puissent choisir dans quelle direction doit aller le pays. C'est simple, c'est pas compliqué, et ça permet le moment de respiration démocratique dont on a besoin. Et pendant ce temps, j'allais dire, le monde avance ou essaye d'avancer, parfois dans le fracas des armes, même si c'est une trêve que nous observons. Mais dans l'actualité internationale, Donald Trump hausse le ton pour d'abord que l'accord soit respecté, pour que les dépouilles d'otages soient restituées à leurs familles et qu'il y ait une démilitarisation effective du Hamas. J'imagine que vous militez également pour cela. Alors d'abord, je veux vous dire évidemment qu'il faut que l'accord soit respecté, et c'est quand même, il faut le saluer, une très grande nouvelle, à la fois pour la population palestinienne, puisque les bombardements s'arrêtent, que l'aide humanitaire semble pouvoir enfin entrer, même si c'est malheureusement, de ce que je vois, manifestement en quantité trop limitée pour l'instant, et pour les familles des otages qui se mobilisent depuis des mois et des mois pour obtenir leur libération. Donc oui, il faut que cette première partie de l'accord soit respectée. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres dispositions qui, évidemment, vont donner lieu à des négociations qui se poursuivent. Moi, j'ai entendu, y compris des responsables du Hamas, dire qu'ils sont prêts à la démilitarisation. Mais vous les croyez sur parole? Non, je ne les crois pas sur parole. Ce que je dis, c'est que si on veut une paix qui soit une paix juste et durable, on doit faire en sorte qu'il y ait un État palestinien qui dispose de tous les attributs de sa souveraineté, c'est-à-dire y compris sa propre capacité à se défendre. Sinon, vous ne pouvez pas demander à un peuple qui est face à un voisin contre lequel il y a un affrontement depuis des années et des années, moi j'espère que ça va s'arrêter évidemment, d'accepter l'idée qu'il n'aurait plus aucune capacité de se défendre. C'est-à-dire on démilitarise le Hamas, mais on militarise Gaza. Non, c'est pas on militarise Gaza, on fait en sorte que l'État palestinien qui doit voir le jour dispose de toutes les capacités, les attributs de sa souveraineté. Mais vous appelez clairement à la démilitarisation des terroristes du Hamas. À partir du moment où ça s'inscrit évidemment dans ce processus. En parlant de terrorisme, Manuel Bompard, puisque vous voulez tenir une parole de vérité, est-ce que vous maintenez que votre collègue, le député LFI, Thomas Porte, ne s'est pas rendu à Beyrouth sur les tombes de terroristes des fameux attentats de Munich? Je maintiens que mon collègue Thomas Porte s'est rendu à Beyrouth, qu'il a visité un cimetière, qui est un cimetière d'hommage en quelque sorte à un certain nombre de figures palestiniennes, et qu'il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes. Alors, évidemment. Vous pouvez nous expliquer ce cliché qui n'est pas le mien, qui est celui du compte Instagram de Thomas Porte. Le voici. On y voit. Je ne le vois pas là, moi, mais. Il arrive, il est au milieu de l'écran. Pas si vous le voyez. Le voici, regardez. Oui. Et vous voyez Thomas Porte se recueillir devant ce cliché? C'est la photo c'est son compte Instagram. Sur la photo que vous montrez, vous le voyez. Attendez, vous permettez, on y voit une sépulture, et j'imagine que, je ne sais pas si vous lisez l'arabe. Non, je ne lis pas. Je vais essayer de lire, c'est écrit un peu petit, mais il y a écrit « Men enjazet el shahid Kamel Nasser », ce qui veut dire les exploits du martyr Kamel Nasser. Et comme vous connaissez l'histoire, par contre, vous connaissez forcément Kamel Nasser, qui est l'un des 3 nationalistes palestiniens tués par le Mossad à Beyrouth, du fait de son implication dans les attentats des JO de Munich, donc de septembre noir. C'est l'un des membres du commando terroriste. Et ça, c'est une photo de M. Porte sur cette sépulture. Non, madame, il n'y a pas de photo de M. Porte sur cette sépulture. C'est le compte Instagram de M. Porte. Oui, mais est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais là, soit c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui nous regardent et de votre serviteur. Peut-être insulter l'intelligence de ceux qui nous regardent par ce procédé. Monsieur Porte publie une photo de sépulture d'un terroriste. Et vous en déduisez qu'il s'est recueilli devant cette sépulture? Ah non, alors vous en déduisez qu'il dénonce les actions de ce terroriste? Je n'en sais rien, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Et vous le dénoncez? Mais moi, madame... Vous auriez fait une photo de la sépulture d'un terroriste? Ne cherchez pas, si vous Est-ce que vous auriez fait la photo d'une sépulture? Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, en plus dans un moment qui est un moment plutôt de soulagement et de joie cette semaine, à forcément essayer de créer des polémiques. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, moi, ma position, elle est très claire, vous savez. Et d'ailleurs, je pense que la France Insoumise est la seule dans toutes les formations politiques. Écoutez-moi. Je pense que la France Insoumise est la seule des formations politiques, d'ailleurs, à dire ça. C'est que moi, toutes les actions, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou. Je pense que ces mandats d'arrêt doivent être totalement exécutés. Donc, quand il y a des gens qui font des crimes de guerre, du terrorisme, et qu'il y a des
juridictions internationales qui demandent de les poursuivre devant les tribunaux internationaux, moi je les appuie. Donc vous condamnez ce cliché de M. Porte. Mais madame, regardez. Vous voulez pas me répondre? Mais si, je vous ai répondu. Je crois non, est-ce que vous condamnez... La question est simple. Laissez-moi terminer si vous voulez. Est-ce que vous condamnez madame, un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, madame, M. Bompard. Est-ce que je vous ne le bafoue condamnez? pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile d'aller au bout du raisonnement. Mais par contre, madame, quand il y a eu un vote en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale sur est-ce que les députés soutiennent les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants du Hamas et contre M. Netanyahou, les macronistes, la droite, l'extrême droite ont voté contre. Très bien, monsieur Donc Bompard. peut-être que vous leur poserez la question mais la je vous prochaine remercie fois de m'inspirer les questions. Parfois, il vous arrive de beaucoup juger les journalistes. Non, mais moi, je me permets de vous faire réagir. Les journalistes, je juge les gens qui essayent de ne pas faire du journalisme parce qu'ils ne s'appuient pas sur des faits concrets, mais plutôt un travail qui... Alors là, je m'appuie sur un fait concret. C'est un cliché de monsieur Porte. Est-ce que vous le condamnez? Mais vous me demandez sincèrement si je condamne une photo là? Ah oui, la photo de la sépulture d'un terroriste. Vous condamnez une photo, vous? Pardonnez-moi, c'est la sépulture d'un terroriste. Madame, ne cherchez pas à me faire dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Personne chez moi se recueille sur les tombes de personnes qui commettent des actes terroristes. Et donc on fait une photo comme ça d'une tombe pour un souvenir personnel, monsieur Bompard? Personne ne fait ça chez moi. Personne ne fait ça chez moi. Personne ne fait ça à la France Insoumise. Et la France Insoumise monsieur Bompard, même quand c'est sous vos yeux, vous le dénoncez? La France Insoumise défend des formes d'action qui sont des formes d'action pacifiques, démocratique, et elle continuera à le faire. Alors, puisque vous êtes passionné d'histoire, qui est Kamel Nasser? Nous infliger. Qui est Kamel Nasser? Mais vous avez déjà répondu à cette question. Donc c'est un terroriste. Et vous essayez de faire croire qu'une photo sur un compte Instagram vaut un recueillement sur une tombe. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de ça. Et je ne crois pas que vous allez arriver à convaincre les personnes qui nous écoutent de ça non plus. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je crois que chacun se fera son idée. Assez précisément. Peut-être une dernière question. Y compris sur les positions qui sont les positions de la France Insoumise. Monsieur Bompard, est-ce que quelqu'un qui arrive à un accord de paix comme celui-ci mérite un Nobel de la paix? Non, je ne suis pas favorable, si c'est ça votre question, à ce que M. Trump ait le prix Nobel de la paix. Ça aurait été un autre président, vous auriez été favorable? Non, mais madame, s'il y a eu un accord de paix, ou en tout cas les premières dispositions d'un accord de paix cette semaine, on le doit d'abord à la mobilisation des peuples du monde entier pour le cessez-le-feu. On le doit d'abord à la mobilisation sans relâche des familles des otages depuis des mois et des mois pour un cessez-le-feu, que M. Netanyahou refusait pour l'instant. Et s'il y a eu ce cessez-le-feu, c'est la victoire des gens qui se mobilisent, que ce soit d'ailleurs les familles des otages ou les peuples du monde entier. Un Nobel de la paix pour les peuples du monde entier, je suis d'accord avec ça. Voyez. Derrière cette interview très offensive de Manuel Bompard se dessine une question plus profonde, jusqu'où un responsable politique doit-il rester fidèle à ses engagements lorsqu'un compromis peut permettre d'éviter une crise? Le coordinateur de la France Insoumise refuse ici l'idée d'un accord limité autour de la réforme des retraites et appelle les députés de gauche à ne pas soutenir un budget qu'il juge contraire aux engagements pris devant les électeurs. Sa position repose sur un principe de cohérence politique, une élection ne doit pas seulement servir à obtenir des voix, elle crée selon lui une responsabilité à l'égard des citoyens. Une conception qui rappelle, par certains aspects, la tradition de Jean Jaurès, pour qui l'action politique devait rester liée à des principes et à l'intérêt collectif plutôt qu'au seul calcul de circonstances. Bompard va plus loin en défendant l'idée que, lorsqu'un système politique se retrouve bloqué, le peuple doit pouvoir reprendre directement la parole. Il propose ainsi une élection présidentielle anticipée et défend le passage à une 6e République. Cette conception rejoint une vieille interrogation de la Boétie, que se passe-t-il lorsque les citoyens cessent d'accepter passivement les décisions du pouvoir? Mais l'intervention révèle aussi une autre dimension, celle du rapport de force. Bompard assume que LFI puisse voter une motion de censure avec des députés qui ne partagent pourtant pas son projet politique. Pour lui, voter ponctuellement la même motion ne signifie pas défendre le même modèle de société. On retrouve ici une idée chère à Antonio Gramsci, la politique ne se résume pas à conquérir le pouvoir, elle consiste aussi à construire un rapport de force suffisamment solide pour imposer une autre orientation. Enfin, sur le conflit israélo-palestinien, Bompard insiste sur le respect du droit international et affirme que les crimes de guerre et les actes terroristes doivent être poursuivis par les juridictions compétentes. Il défend parallèlement la perspective d'un État palestinien souverain. Au fond, cette interview oppose deux conceptions de la politique, celle du compromis et de la stabilité institutionnelle, et celle d'une rupture assumée au nom de la fidélité au mandat populaire. Pour Bompard, céder sur cette rupture reviendrait à perdre précisément ce pourquoi ses électeurs ont voté. Vous suivez les débats de Jean-Luc Mélenchon sur cette chaîne? Allez plus loin dans l'analyse. Découvrez comment Raymond Aron décortique les discours de la France Insoumise et les rouages du pouvoir.
Un e-book de 134 pages pour comprendre pourquoi le système tremble. 9,99 € au lieu de 15 €. Cliquez sur le premier lien en description. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.